Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'épisode 2 de l'affaire Brigitte Macron, de la série consacrée par Candace Owens à la femme de notre président, même si aujourd'hui, malgré nous, eh bien, elle s'apparente bien sûr à une première dame. Je rappelle qu'une première dame, il n'y en a pas en France, ça n'existe pas, mais elle a son cabinet et les 500 000 € qui vont avec. Et dans cet épisode, qui est pour moi encore plus flagrant et croustillant que le premier, avant de passer l'extrait, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce en l'air, le partage, le boost, bref, vous connaissez la musique. C'est que, selon moi, c'est presque un marqueur d'éducation, aux États-Unis en tout cas, d'être anti-catholique. Oh non, les catholiques, non, 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 non. Tout ce qu'on apprend dans l'histoire nous montre que ces catholiques étaient complètement cinglés. Avec toutes ces atrocités, ces abominations qu'ils ont fait en Europe. Mais heureusement, aux États-Unis, bien que nous soyons un pays jeune, nous avons tout compris. Et je me pose quand même une question. Est-ce que c'est pas un peu curieux que Brigitte est une prétendue catholique, soit une prétendue catholique? Une catholique dévouée? Est-ce que vous qui suivez cette histoire, vous y croyez à ça? Parce que dois-je vous rappeler qu'en tant que, je cite, catholique, la première des choses qu'elle a voulu faire en étant entrée aux côtés de son mari au bureau de l'Élysée, c'est qu'elle a quand même voulu suggérer l'idée de transformer le dôme de Notre-Dame en un pénis. Non, je plaisante pas, vous vous en souvenez quand même. Attendez, je vous mets un gros titre ici juste pour vous rappeler un peu les choses. On peut lire dans le titre, la femme du président français a proposé un phallus et des boules en or pour la reconstruction de Notre-Dame. Et voici une citation de cet article. Mais quand Brigitte a pris ses fonctions, elle est censée être la femme d'eux, donc on va juste dire quand Macron a pris ses fonctions, la ministre de la Culture à l'époque était une femme appelée Roselyne Bachelot. Et Roselyne Bachelot est celle qui avait reçu à l'époque la proposition de Brigitte. Et voici, à travers cet article, ce qui est écrit, on peut voir ce que Roselyne Bachelot a récapitulé de son livre. Je ne regrette pas cette insubordination quand, au déjeuner avec Brigitte Macron quelques jours plus tard, elle me montre un projet avec une sorte de phallus en érection fondé sur une base entourée de boules en or. Attends, quoi? Juste pour être clair, ils l'ont viré, ils se sont débarrassés de cette femme. Et ils ont dit, ok, bah tu veux pas mettre les boules en or? Tu veux pas mettre des petites boules sur le dôme? Eh bah tu dégages. Bye bye Roselyne. Et Roselyne ne regrette absolument pas, comme elle devrait d'ailleurs ne pas le regretter, son insubordination. Parce que je veux dire, je suis d'accord avec elle, cette histoire est dingue, et quand on y pense, quelle meilleure façon de détruire ses vrais ennemis que de le faire de l'intérieur? Tu sais, bon, qu'est-ce que je peux dire? Je suis catholique, et oui, Macron, moi, on est tombés amoureux. Oui, il a vécu 14 ans, mais... Ok, je comprends. Donc je vais vous raconter une histoire vraie. Quelque chose d'extrêmement factuel. À Amiens, souvenez-vous, c'est la ville où Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont nés, il y a un objet qui a été découvert en 1845. Il s'agit d'une statuette en bronze qu'ils ont retrouvée sur le terrain d'un militaire appelé Captain Bernal. J'avoue que je ne sais pas si c'est à cause de la barrière de la langue, mais j'ai quelques difficultés à apprendre quoi que ce soit au sujet de ce fameux capitaine, autre que le fait que cette statue en particulier a été spécifiquement retrouvée dans le voisinage de Henryville, à Amiens. Et si ce quartier vous semble familier, c'est tout simplement parce qu'il s'agit du quartier spécifique où Emmanuel Macron a passé son enfance, où il a grandi avec Manette. Donc rien que ça a suffi à susciter mon intérêt. Et je suis désolée, ça m'a intéressé d'autant plus quand ils ont décidé d'appeler cette statue, d'ailleurs elle est toujours à Amiens, vous pouvez la trouver dans un musée, ils ont appelé ça le dieu d'Amiens. Je suis désolée, mais moi si je vais fouiller et faire quelques fouilles dans mon jardin et que je déterre soudain une figure païenne en forme de statue, jamais de la vie ça me viendrait à l'esprit d'appeler ça le dieu de quoi que ce soit, le dieu. Bien sûr je serais contente, je serais genre ah super j'ai trouvé un truc dans mon jardin, mais il y a quelqu'un qui a décidé d'appeler ça le dieu d'Amiens. Donc là c'est sûr ça a vraiment attisé mon intérêt et vous pouvez compter sur moi pour me mêler de choses qui ne sont pas mes affaires. Et comme je vous l'ai dit, ce qui a vraiment suscité mon intérêt c'est le nom qu'ils ont donné à cette statue. Aucune personne saine d'esprit ne donnerait le nom de Dieu à une statue retrouvée dans son jardin. Qui ça viendrait à l'esprit d'aller déterrer un truc, de le retrouver, de le mettre dans sa maison et d'appeler ça le Dieu? À moins peut-être d'être un gros païen vous-même. Donc prenons le temps d'analyser un petit peu cette statue. On voit qu'il lui manque quelque chose dans la main, d'ailleurs des deux côtés. Quand on regarde la statue, ça donne un petit peu effectivement l'impression que ce soit le visage d'un jeune homme. On peut distinguer qu'il a une oreille d'animal. Et je peux tout de suite vous révéler ce qui est supposé être dans sa main gauche. Ce qui manque dans sa main gauche, c'est un serpent. Et du côté où il y a le bras cassé, normalement s'il y avait le bras, il serait censé supposer être en train de porter du raisin. Je vous mets juste à côté une photo de ce à quoi devrait ressembler la statue. Nous le savons parce que la statue qui est représentée ici à droite est appelée le dieu de Besançon.
qui est une région beaucoup plus au sud de Paris. Donc sur la gauche, vous avez bien compris, vous avez le dieu d'Amiens, et sur la droite, le dieu de Besançon. Encore une fois, je me demande bien, mais qui peut inventer des noms pareils pour nommer ces statues? Et maintenant, je vais vous expliquer des choses et je souhaite que vraiment vous prêtiez une grande attention à tout ce que nous allons détailler et ce qui est représenté dans cette statue tellement unique. Le dieu, je cite, mais entre guillemets, le dieu d'Amiens. Nous savons que le roi Midas est représenté avec une oreille d'animal. Cybélé, C-Y-B-E-L-E, qui était un démon. Également la mère déesse d'Anatolia, qui aurait été castrée et qui est représentée bien souvent par un serpent. Et bien entendu, nous savons que Dionysos est représenté par le raisin, la grappe de raisin. Vous le savez, il a cette figure masculine extrêmement efféminée. Et bien entendu, l'oreille de bouc représente Pan, P-A-N, le dieu Pan. Pardonnez-moi, là c'est Marie qui reprend la parole, je n'y connais rien du tout à toutes ces histoires de mythologie grecque et des noms, donc je fais de mon mieux pour essayer de transcrire ce que Candace dit, parce que je n'ai aucune idée à part Dionysos de qui elle parle. Et nous allons rentrer dans l'histoire et vous allez comprendre pourquoi je vous donne tous ces noms. Vous allez comprendre pourquoi toutes ces figures mythologiques sont en fait reliées à la même histoire. Il s'avère en réalité que cette statue fait référence à une croyance païenne concernant la région de Phrygia, donc une région de Turquie en Anatolie. Je vous montre tout ça sur un plan parce que ça va être très pertinent dans notre histoire. D'ailleurs, au passage, la Turquie a toujours quelque chose d'extrêmement pertinent dans nos histoires. L'histoire raconte qu'il y avait un oracle qui avait été concerté pour déterminer qui serait le prochain roi de Phrygia. Donc de façon très basique, d'une façon générale, quand on veut invoquer, quand on dit invoquer un oracle, ça fait souvent référence, ça implique en tout cas un certain niveau de prêtrise. Quelqu'un qui pourrait devenir comme possédé spirituellement par une certaine entité divine et qui deviendrait alors capable de communiquer des messages. Et cet oracle en particulier avait déclaré que ce serait Gordius qui deviendrait le roi de Phrygia. Et cela viendrait à s'accomplir une fois qu'il aurait conduit son char en entrant dans Phrygia aux côtés de la grande prêtresse Augustus. Cette prêtresse était hermaphrodite. La mythologie raconte que les dieux eux-mêmes craignaient cette monstruosité. Ils la voyaient un petit peu comme une sorte de démon, et donc ils ont fini par la castrer. Et donc, bon, ce qui restait d'elle, c'était une femme, enfin j'imagine, je sais pas trop. Et donc elle est devenue Cybélé. Je sais pas si toutes ces histoires commencent à vous faire penser à quelque chose, tout est un petit peu en train de se mélanger, vous savez, la mythologie, les histoires grecques, les romains, les turcs. Mais suivez-moi, restez concentrés, restez avec moi, vous allez voir où je vais en venir. Je vais être très clair avec vous. Pour la Turquie ancienne, il n'y a pas de plus grande déesse qui mérite d'être adorée que cette prêtresse Cybélé. Elle est vraiment la grande mère d'Anatolia. Donc Cybélé continue sa vie et elle finit par donner naissance à 2 enfants. Vous inquiétez pas, je vous ai créé un petit arbre généalogique mythologique, vous allez comprendre. Son premier enfant, elle l'a avec le roi Gordius. C'est celui avec lequel elle va rentrer dans la ville, en Phrygie. Cet enfant devient le roi Midas, tout le monde connaît l'histoire du roi Midas. Vous savez, King Midas, le Golden Touch, c'est-à-dire le talent exceptionnel. Et son autre enfant, elle l'a avec quelqu'un d'autre. C'était d'ailleurs un petit peu un scandale sur la façon dont cet enfant est venu au monde. Ce deuxième enfant, c'est Dionysos. Et devrais-je vous rappeler que c'est Brigitte Macron en personne qui a précieusement sélectionné Thomas Joly pour le mettre sur le projet du désormais extrêmement tristement célèbre cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Brigitte, pour une raison qui nous échappe à tous, s'est vraiment impliquée de façon personnelle dans cette performance en particulier. Nous savons que le monde entier s'est indigné devant ce qui ressemblait comme une sorte de promotion de l'idéologie transgenre et une manifeste moquerie du dernier souper. Et curieusement, le palais de l'Élysée a clarifié cela en disant, je mets des guillemets bien sûr, que non, le monde se trompait, c'était en fait censé être un hommage à Dionysos, le dieu grec du vin et des festivités, qui serait donc représenté à travers ce dieu d'Amiens, la petite figurine, la petite statue retrouvée. Et Brigitte est allée tellement loin, parce que ça lui tenait visiblement tellement à cœur de clarifier les choses à ce sujet, qu'elle l'a même mentionné dans le procès qu'elle me fait. Ah mais vous racontez n'importe quoi, vraiment cette performance, c'était à propos d'un dieu grec. Owens est allé vraiment trop loin en clamant que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024, qui était pour rendre hommage à la mythologie grecque, avait en fait été mise en scène pour honorer Brigitte Macron parce qu'elle serait transgenre. Oh. Mais là en fait tu fais rien d'autre que t'enfoncer davantage parce que tu avoues que c'est quelque chose qui est censé être relié à la Grèce. Encore une fois, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais c'est un indice supplémentaire. Il parle trop, c'est peut-être ce palais de l'Élysée, il parle trop. Dès qu'ils font semblant d'être outragés par quelque chose, ils se mettent à parler. Donc, revenons-en à Dionysos, le deuxième enfant. Dans l'ancienne mythologie, l'histoire raconte que Zeus
est devenu vraiment très enchanté par cette grande mère, cette grande prêtresse Cybélé. Au cas où vous ne le sachiez pas, Zeus était connu pour tromper sa femme tout le temps. Et l'une des femmes avec lesquelles il aurait trompé sa femme, c'était cette fameuse Cybélé. Je sais pas comment on dit, pardonnez-moi, c'est Cybélé, Cybèle, bref. Et donc il commence à la voir un petit peu en cachette. Et le résultat de tout ça, c'est que cette prêtresse devient enceinte avec son enfant, son bébé. Pendant ce temps, la femme de Zeus, qui l'apprend, dit non mais c'est dingue, et donc elle rentre dans une rage terrible. Et donc elle commence à monter le stratagème selon lequel elle deviendrait un peu comme une infirmière pour pouvoir approcher de près la maîtresse de son mari, afin de pouvoir commencer à semer des petites graines de doute dans son esprit, du genre « Ah mais t'es vraiment sûr que le géniteur c'est Zeus? Dieu, lui en personne, Zeus ?» Et Cybélé est là du genre « Ouais, je suis sûre. » Et donc l'autre lui dit « Mais t'es sûr? Est-ce que tu l'as déjà vu en vrai? Est-ce qu'il s'est déjà présenté à toi dans sa pleine nature divine? Est-ce que je veux dire, est-ce qu'il faut être vraiment sûr? Est-ce que t'es sûr que c'était Zeus que t'as vu? » Et le stratagème finit par fonctionner. La raison pour laquelle Héra, la femme de Zeus, veut que Cybélé se pose la question de savoir si c'est vraiment Zeus qui s'est présenté à elle dans toute sa divinité glorieuse, c'est tout simplement parce que, mythologiquement parlant, si un dieu apparaît dans toute sa gloire divine, dans tout ce qu'il le revêt, et qu'un quelqu'un venait à le voir, alors cela tuerait immédiatement cette personne. Parce que la vue de Dieu, on ne peut pas regarder Dieu et ne pas mourir. Et donc, comme je l'ai dit, la petite astuce de Héra a bien fonctionné. Et donc Cybélé commence à se dire « Ah, mais Zeus, si t'es vraiment Zeus, alors apparaît devant moi !» Et Zeus dit « Mais ne m'oblige pas à faire ça, ne m'oblige pas à faire ça !» Et il finit par le faire, et c'est alors que Cybélé est frappée par un éclair, par le tonnerre, et c'est là que Cybélé meurt et passe dans l'au-delà. Il se trouve que l'impact de cet éclair sur son corps a causé un accouchement prématuré de son fils Dionysos. C'est alors que Zeus sauve ce petit prématuré, Dionysos, en le cousant à sa cuisse. Et quand vient le temps pour Dionysos de naître de nouveau, comme renaître, Zeus sait très bien qu'il lui faut absolument cacher cet enfant parce que Héra, sa femme, va complètement péter un câble. Du genre, mais attends, t'es sérieux, tu vas garder l'enfant? Donc il formule la requête au messager de Dieu, Hermès, de prendre Dionysos dans la forêt. Forêt dans laquelle il va être élevé par un demi-bouc, connu sous le nom du dieu Pan. Voilà, vous l'avez à l'image, Pan ou Pan, je sais pas comment on dit, dans la forêt. Donc pour être clair, c'est un peu en quelque sorte comme si ce demi-bouc devenait la famille d'accueil de Dionysos. La chose intéressante à propos de ce Pan, ce demi-bouc, certains ont interprété qu'il s'agirait de Satan, c'est qu'il est vraiment baigné dans la luxure. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer la suite car c'est extrêmement long. Par contre, on sait une chose, de nos élites sataniques, c'est justement leur adoration d'anciens dieux et d'anciens dieux maléfiques. Et pour ceux qui iront faire l'effort, bien sûr, de voir la suite de l'épisode, je vous le mettrai en commentaire épinglé sous la vidéo. Vous allez beaucoup mieux comprendre. Et comme je me répète souvent à propos de cette affaire c'est un puzzle. On part avec peu de choses, mais dans le même temps beaucoup. Au début de l'épisode, elle le dit. Le palais de l'Élysée parle beaucoup. Et en fait, sans nous rendre compte, ils nous ont donné beaucoup d'informations. Et si on fait ce travail de recomposer le puzzle, eh bien peu à peu, l'histoire, sans nous rendre compte, bien sûr, eh bien, se déroule devant nos yeux. Et on commence à beaucoup mieux comprendre d'où viennent ces personnes, ce qui s'est passé et la vérité. Depuis le départ, j'en suis sûr, on saura tout, il faut un petit peu de patience. Et puis il faut suivre, bien sûr, pas à pas, l'enquête. Elle révèle aussi dans le second épisode que des gens ont pris contact avec elle, avec des informations nouvelles, mais qui pourraient changer la donne. Et ça, bien sûr, ça arrivera parce que là, on est parti sur une nouvelle saison, la saison 2 de l'affaire Brigitte. N'oubliez pas qu'elle n'est pas toute seule. Candace Owens, c'est elle qui apparaît publiquement, c'est elle qui prend la lumière, mais elle n'est pas toute seule. Et moi ou d'autres, eh bien, on va relayer au maximum cette affaire parce que ça emmerde le couple présidentiel, la première dame. Je précise qu'il n'y a pas de première dame parce que j'ai déjà dit première dame dans des vidéos et les gens prennent ça au premier degré. Ayez, s'il vous plaît, de la hauteur et du second degré. Il n'y a pas de première dame, je le sais. Pas besoin de me laisser des dizaines et des dizaines de commentaires pour me le rappeler. Je suis comme vous, ça me coûte de savoir que plus de 500 000 € d'argent public sert pour cette personne, et je parle d'individu,
je pourrais parler de femme, je pourrais dire Brigitte. Mais plus l'histoire avance, et plus Brigitte, eh bien, devient Jean-Mi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce en l'air, le partage, le boost. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Ciao.